Alors, nous passons maintenant au bloc de l'offre. Là aussi, pour modéliser l'offre, il y a une première approche qui est l'approche en termes de fonction de production. Alors ici, il s'agit d'écrire la fonction de production et on va retrouver parmi les variables explicatives de la production le capital, d'abord le capital physique, ensuite le capital humain et également l'emploi ou la main-d'œuvre. Alors, mais ici, il y a un certain nombre de soucis, un certain nombre de problèmes posés par cette approche, c'est des problèmes de données. Pourquoi? Parce que si on prend le cas du capital physique, dans les pays africains, généralement, ce type de statistique n'est pas publié. Il s'agit là de comptes de patrimoine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les comptes de patrimoine ne sont généralement pas publiés dans la comptabilité nationale des pays africains. Et si on regarde également du côté de l'emploi, dans beaucoup de pays, ces données posent problème. Il est souvent assez difficile d'avoir des données, des séries longues et des séries longues de qualité. Alors, bon, maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont adoptées par les économistes. Par exemple, pour le capital, si les données ne sont pas disponibles, il y a une méthode qui permet de les estimer. C'est la méthode dite de l'inventaire permanent qui est donnée par cette formule qui relie le stock de capital courant par rapport au stock de capital de la période précédente et également l'investissement. L'investissement, généralement, ça ne pose pas de problème, les données sont disponibles. Alors ici, il suffit maintenant pour pouvoir générer une série de stocks de capital, de se donner, de poser des hypothèses sur ici le MU qui représente le taux de dépréciation du stock de capital et également le coefficient de capital d'une année de base. Si à partir de ces hypothèses-là, on peut générer une série du stock de capital. Alors, ça c'est pour l'approche en termes de fonction d'offre. Il y a une autre approche qui est cette fois comptable, qui consiste à décomposer tout simplement le PIB en composantes sectorielles. On sait que le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée des différents secteurs, les secteurs marchands et le secteur des administrations. Dans le secteur marchand, on va retrouver le primaire, le secondaire, le tertiaire. Et on a également le secteur le secteur non marchand ou le secteur des administrations. Là aussi, tout dépend des spécificités du pays, des données disponibles dans le pays. On peut également, pour chacun de ces secteurs, isoler certaines activités qui semblent jouer un rôle important dans l'économie et si les données le permettent, effectivement, spécifier également une ou des équations. Alors, pour le bloc de l'emploi, ce bloc de l'emploi, je précise qu'il s'agit de l'emploi du secteur moderne parce que, comme on le sait, en Afrique, le secteur dominant, c'est l'informel. Le secteur informel est le premier employeur, mais il est souvent difficile d'avoir des données sur l'informel. Souvent, c'est à partir des enquêtes qu'on a des données sur l'informel. Sinon, les données les plus disponibles, les plus courantes, sont des données qui ne couvrent que cette partie dite secteur moderne, cette partie de l'économie appelée secteur moderne. Alors, dans ce modèle, dans ce bloc, on aura une équation qui va expliquer la demande de travail, c'est-à-dire le niveau de l'emploi. Donc, je précise que la demande de travail elle est exprimée par les entreprises, alors que les ménages offrent du travail. On a donc la demande, on a l'offre et également le taux d'emploi. On a préféré également parler de taux d'emploi au lieu de taux de chômage, parce que là aussi, comme on le sait, les données sur le taux de chômage en Afrique, effectivement, posent problème. C'est également un indicateur qui n'est pas très bien suivi en Afrique. Alors, pour la demande de travail ou le niveau de l'emploi, voilà comment c'est déterminé ici. Elle va dépendre de deux variables. D'abord, le prix relatif des facteurs de production, c'est-à-dire le capital de travail, suivant que l'hypothèse, c'est que les entreprises privées auront tendance à faire une substitution capital-travail en fonction de l'évolution du prix relatif du travail. Si le travail a tendance à coûter plus cher que
le capital, là, il va y avoir une substitution, donc en défaveur du travail et inversement. L'autre variable qui va expliquer la demande de travail, c'est une variable qui capte, qui mesure un peu les débouchés des entreprises. Alors ici, ces débouchés sont captés, sont mesurés par le PIB marchand hors agriculture. Alors, l'emploi total maintenant, il y aura deux composantes. Il y a d'abord l'emploi du secteur privé et également l'emploi des administrations. Mais ici, pour l'emploi des administrations, l'hypothèse retenue, c'est que c'est d'en faire une vague exogène. Parce qu'aujourd'hui, il y a de fortes contraintes qui pèsent sur effectivement les effectifs de la fonction publique. Il y a par exemple des pays comme les pays de l'UEMOA où il y a des critères de convergence qui limitent effectivement la masse salariale qui font que l'État a aujourd'hui une marge de manœuvre assez limitée en ce qui concerne les créations d'emplois dans le secteur public. L'offre de travail ici est approximée par la population active. Et cette population active va croître à un taux qui est exogène. Généralement, ce taux de croissance, on l'obtient à partir des recensements de la population. Le taux d'emploi maintenant, qu'on a utilisé du taux de chômage, c'est le rapport entre effectivement l'emploi total et l'offre de travail. L'offre de travail correspondant à la population active. Alors, pour le bloc des prix maintenant, ce bloc va expliquer d'une part les prix domestiques et d'autre part le niveau général des prix. Alors, pour les prix domestiques, là aussi, on a une approche assez éclectique, c'est-à-dire qui prend en compte différentes approches de l'inflation, parce que l'inflation peut avoir plusieurs sources. Une des sources, ça va être à travers la monnaie. Il y a une création excessive de monnaie. Donc, ce phénomène est capté ici par le taux de croissance de la masse monétaire. Bon, l'inflation aussi peut être liée à une offre excédentaire. Hein. Donc, si effectivement il y a une offre qui augmente, ça a tendance à entraîner des pressions à la baisse des prix. Donc là aussi, c'est pris en compte ici par le taux de croissance du PIB. Il y a également, s'il y a des tensions au niveau de la demande, ça va entraîner également des tensions au niveau des prix. Et là, ce phénomène est capté par le taux d'utilisation des capacités. Et il y a enfin l'inflation importée qui est captée ici par les prix des importations. Et maintenant, le niveau général des prix, c'est une combinaison linéaire entre les prix domestiques et les prix des biens échangeables. Alors, pour le bloc des finances publiques, l'optique qui est retenue ici, c'est l'optique du tableau des opérations financières de l'État. Alors, dans ce bloc, donc, voilà les éléments qui sont qu'on va retrouver. D'abord, les recettes de l'État, les dépenses de l'État, les soldes des opérations de l'État et aussi la dette publique. Alors, pour les recettes de l'État, elles sont de deux types. Il y a d'abord les recettes fiscales et d'autre part les recettes non fiscales. Alors, les recettes non fiscales, on retrouve un certain nombre d'éléments, comme les revenus liés au domaine maritime, les revenus liés au domaine immobilier, les revenus du domaine forestier, les revenus du domaine minier. Donc, vous voyez, tout ça est assez disparate. Et surtout, une difficulté qu'on peut avoir, c'est de trouver une variable qui permet de capter effectivement l'assiette à partir de laquelle effectivement ces recettes pourraient être estimées. C'est pourquoi une approche assez commune consiste à considérer tout simplement que les recettes non fiscales sont exogènes. Donc on fait prend le parti de ne pas modéliser et d'en faire une variable exogène. Alors, pour les recettes fiscales, là aussi, on a toute une panoplie. Hein. Il y a l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt qui est payé par les entreprises.
l'impôt qui est sur le revenu des personnes physiques, donc qui est payé par le ménage. Donc, ces deux éléments-là font partie de ce qu'on appelle les impôts directs. Il y a maintenant les impôts indirects qui peuvent prendre la forme de TVA, de droits de porte pour les importations, ou bien il y a certains pays même qui appliquent des droits de porte sur les exportations. Et ça peut prendre également la forme de taxes spécifiques qui vont considérer certains produits comme ce qu'on appelle, ce sont des biens de consommation, ce qu'on appelle les axes. Hein. Et suivant les pays, effectivement, on peut avoir une catégorisation donc, assez longue. Alors, pour modéliser les recettes, généralement, la démarche va consister à aussi, comme on a vu pour les imports et les exports, au lieu de modéliser toutes les recettes, on va cibler les recettes qui semblent être les plus importantes. On peut retenir un critère qui est, par exemple, un critère de poids de telle ou telle recette par rapport au total. On prend un seuil qui peut être 10% ou 5%. Toutes les recettes qui dépassent ce seuil donc, vont faire l'objet d'une modélisation. Bon, pour la démarche maintenant, la méthode, on peut soit estimer le rendement d'un impôt sur la base d'un taux d'imposition et d'une assiette. C'est-à-dire, on va spécifier la recette en niveau. Si on spécifie la recette en niveau, voilà la recette, voilà l'assiette à partir de laquelle elle est calculée. En ce moment-là, on peut estimer un taux d'imposition qui est soit un taux marginal ou un taux moyen, suivant qu'on a une constante ou non dans l'équation. Ou bien, on peut, au lieu d'estimer à niveau, on estime cette fois-ci en logarithme. Quand on régresse effectivement le logarithme d'une recette sur son assiette, le coefficient qu'on va retrouver va représenter l'élasticité. Alors, autre phénomène, autre aspect important pour modéliser les recettes, pour chaque recette, on a une assiette correspondante. Mais très souvent, il est difficile d'avoir des données sur ces assiettes-là. À telle enseigne que très souvent, ce qu'on utilise, ce qu'on appelle des assiettes de remplacement. Alors, si par exemple, on veut estimer l'impôt sur les sociétés, on doit logiquement avoir le bénéfice des entreprises, une série longue sur le bénéfice des entreprises. Mais quand on n'a pas cette série-là, on va se rabattre sur une autre variable qui va constituer donc une assiette de remplacement. On a un tableau ici qui illustre ce phénomène-là. Alors, on a donc la première colonne où on retrouve les différents types d'impôts et la deuxième colonne où on a les assiettes de remplacement. Par exemple, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices, sur les bénéfices, comme on l'a dit tout à l'heure, l'assiette correspond, c'est les bénéfices des entreprises, mais si on ne l'a pas, on peut, par exemple, prendre comme proxy le PIB au cours des facteurs, ou bien le revenu national disponible. S'il s'agit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on peut également prendre comme proxy la masse salariale des principaux secteurs. Alors, pour les taxes sur les biens et services, là aussi, il y a différentes possibilités qui consistent à prendre comme assiette soit la consommation privée ou la demande intérieure. Bon, pour les droits de douane, là aussi, on peut prendre les imports ou les exports. S'il s'agit d'un pays où les exports aussi, on retrouve des droits douane sur les exports. Et pour les autres taxes qu'on ne retrouve pas ici, également, on peut prendre comme assiette soit le revenu national disponible ou bien le produit intérieur brut. Alors, pour les recettes fiscales, là aussi, on peut les déglobaliser en recettes douanières, c'est-à-dire les droits de porte, et en recettes domicile. Alors, pour les recettes douanières, ici, on a la spécification à niveau, c'est-à-dire on régresse les recettes sur une assiette. L'assiette est représentée par les importations en valeur.
les importations en valeur, il y a les importations en volume qu'on multiplie par le prix des importations. Et nous avons ici le taux de droit de douane marginal. Alors, pour les recettes domestiques, la même chose. On va regresser les recettes domestiques. On a une justification à niveau sur l'assiette qui est représentée ici par le PIB en valeur. Alors, les dépenses de l'État, ici, ces dépenses, on les a déglobalisées. Donc, on va retrouver la consommation publique, l'investissement public, on va retrouver les transferts, on va retrouver les intérêts de la dette et également les achats de biens et services. Très souvent, ces dépenses-là sont exogènes, mais comme on va le voir, bon, certains aussi peuvent être déterminés en fonction des informations disponibles. Si certaines d'entre elles qui sont endogénisées vont dépendre de variables macroéconomiques, par exemple du PIB, de l'inflation ou du taux de change. Si on considère des variables, des dépenses publiques telles que les transferts et les subventions, ces deux éléments de dépenses vont dépendre de l'orientation de la politique économique et de l'état de la conjoncture. Quand on est dans une conjoncture difficile, par exemple, on a tendance effectivement à limiter au minimum ces dépenses-là, ou bien à les faire évoluer même avec un taux de croissance zéro ou un taux de croissance nul. Alors pour les intérêts de la dette, maintenant, ils vont dépendre d'un certain nombre de facteurs tels que l'encours de la dette, tels que la structure de la dette, les taux d'intérêt et aussi le taux de change. Alors pour les soldes maintenant des opérations de l'État, là on va distinguer d'abord ce qu'on appelle le solde de base engagement et le solde de base caisse. Alors pour le solde de base engagement, on a les recettes totales et les dons auxquels on va retrancher les dépenses. Et pour le solde de base caisse maintenant, on va corriger le solde de base engagement, on va le corriger de la variation des arriérés. Alors pour la dette publique, là aussi, on a une approche comptable. Hein, pour l'encours de dette publique, c'est l'encours de la période précédente, auquel on va ajouter le flux de dette publique. Et ce flux de dette publique va dépendre du solde de base engagement. L'idée ici, c'est que si effectivement il y a un déficit, ce déficit va être financé en grande partie par endettement. Mais pas entièrement, c'est pourquoi on a considéré qu'il y a une proportion alpha du déficit qui va être financé par entièrement, par l'endettement public. Alors, pour le secteur monétaire, maintenant, nous avons la demande et l'offre de monnaie. Pour la demande de monnaie, là aussi, l'approche classique, hein, assez keynésienne, où on considère que cette demande de monnaie va dépendre d'une variable d'échelle qui est revenu et d'une autre variable qui représente le coût d'opportunité de la détention de monnaie. Et cette seconde variable est représentée par le taux d'intérêt. Alors, dans les pays, par exemple, où le taux d'intérêt n'est pas déterminé par le marché, parce que l'État a tendance à intervenir, une régression utilisant le taux d'intérêt ne donne pas de bons résultats. Et souvent, ce qu'on fait, c'est on remplace le taux d'intérêt observé par un proxy. Un proxy qu'on appelle ici le taux de restriction du crédit et qui est mesuré par la différence entre l'unité et le rapport crédit intérieur sur le PIB. Pour l'offre de monnaie maintenant, là, elle va être définie à partir de comment dire, la relation entre la masse monétaire et ses contreparties. Hein? Donc, on voit que les contreparties de la masse monétaire, ce sont les avoirs extérieurs et le crédit intérieur qui est décomposé ici en crédit au secteur public et crédit au secteur privé. Cette équation de l'offre de monnaie qu'on a vu tout à l'heure exprimée en stock, peut être exprimée également en flux. Il suffit de prendre les différentes variables en différence première.
Pour la balance des paiements, on va retrouver les différents soldes. D'abord, le solde du compte courant, où on retrouve ici les exportations de biens et services. On retrouve les services facteurs et également les transferts. Le solde du compte capital, où on va retrouver effectivement euh, l'endettement exprimé en flux. On va retrouver également l'amortissement de la dette, hein, parce que l'amortissement est considéré comme un financement négatif. C'est pourquoi on le retrouve ici avec un signe moins. On va retrouver également le solde des mouvements de capitaux du secteur privé, où il y aura les investissements directs étrangers en particulier. Et le dernier solde, c'est le solde global, qui est la somme des deux soldes précédents, c'est-à-dire le solde du compte courant et également le solde du compte de capital. Donc voilà pour la structure d'un modèle type appliqué à un pays en développement, où ici on a considéré les différents secteurs, l'offre, la demande, l'emploi, les prix, les finances publiques, le secteur monétaire, la balance des paiements. Donc c'est un modèle qu'on peut considérer comme étant complet. Alors ici, on n'a pas parlé des estimations, parce que là, ce sera le cas dans l'étude de cas. Alors, une fois que le modèle il est spécifié comme on vient de le voir, la base de données est mise en place et également qu'on a estimé les équations économétriques. Ensuite, l'aspect résolution, on va voir aussi dans l'étude de cas comment ça va se passer. On peut, avant de l'utiliser, on va passer à l'évaluation. Alors, comment évaluer les modèles? Les performances des modèles peuvent être évaluées sur la base de plusieurs critères, mais on en a retenu un certain nombre. Parmi ces critères, il y a les erreurs de prévision, il y a également la simulation des points de retournement et il y a ce qu'on appelle les tests de sensibilité. Alors, pour les erreurs de prévision, l'idée ici, c'est de se fixer une marge. On considère que si les erreurs de prévision sont en deçà de 5%, 1, 2, 3, jusqu'à 5%, on considère que ça, c'est acceptable et que le modèle, effectivement, fait des prévisions qu'on estime assez relativement correctes. Et parmi ces indicateurs-là, pour calculer les prévisions, il y a l'erreur moyenne en pourcentage, dont la définition est donnée ici. Et donc, si cet indicateur-là ne dépasse pas un certain seuil défini au départ, on peut considérer que le modèle est assez performant en prévision. Alors, autre critère maintenant, il consiste à voir, à vérifier la capacité du modèle à prévoir des points de retournement. Alors, on peut le voir à partir de ce graphique-là. Hein, on a par exemple ici la courbe A qui représente l'historique, hein, l'historique d'une variable. On a la courbe B qui donne l'estimation, la prévision, toujours de la même variable. Et on a la courbe C qui est un autre modèle qui donne également la prévision de la même variable. Alors, si nous comparons la courbe B par rapport à la courbe A, on voit que cette courbe dégage à peu près la tendance, parce que la courbe A accuse des fluctuations, alors que la courbe B, c'est une droite, hein, vous voyez, qui a une pente positive. Ça reflète à peu près la tendance, mais ça ne réplique pas les points de retournement. Par contre, quand nous prenons la courbe C, il est vrai qu'elle est plus éloignée de la courbe A, ça veut dire que les erreurs de prévision, comme on dit, sont plus élevées que pour B, mais par contre, l'autre particularité de la courbe C, c'est qu'elle arrive à répliquer les points de retournement, effectivement, de la variable. Donc, du point de vue de ce critère, on dira qu'ici, le modèle C sera préférable au modèle B, parce que le modèle C arrive bien à répliquer les points de retournement. Alors, il y a également comme autre critère ce qu'on appelle les tests de sensibilité. C'est-à-dire, on essaie de voir si les résultats qu'on a obtenus avec un modèle varient ou non en fonction de certaines modifications.
Euh, ces modifications peuvent porter, par exemple, sur le choix de la période à laquelle commence l'assimilation. Si on a un modèle qu'on a estimé entre 80 et 2000, par exemple, on peut d'abord voir si on fait une simulation à partir de 80 jusqu'en 2000, qu'est-ce qu'on a? Si on prend une autre année de départ, au lieu de 80, on prend 82 ou 85, est-ce que les résultats qu'on va avoir vont être les mêmes ou bien est-ce qu'il y a des écarts assez importants pour voir est-ce que les résultats sont sensibles au point de départ qu'on a retenu. Ou bien on peut également faire ces modifications-là au niveau des paramètres qui sont estimés qu'on va modifier, mais vraiment à la marche, hein, des variations très faibles pour voir effectivement si, avec ces variations-là, les résultats vont changer fondamentalement ou pas. Et enfin, ces modifications peuvent porter également sur les variables exogènes. Donc, je rappelle que les variables exogènes ne sont pas calculées par le modèle. Donc, le variable est déterminé hors modèle. Mais on peut essayer de voir, bon, si on modifie légèrement la trajectoire de ces variables, quelle incidence ça peut avoir sur les résultats. Alors là aussi, si le modèle arrive à passer ces tests-là, c'est un signe effectivement de sa robustesse. Alors, une fois maintenant qu'on s'assure que le modèle est performant, on va l'utiliser. On va l'utiliser d'abord pour faire des prévisions. Quand on fait des prévisions, la première chose, c'est de définir un horizon. On est en 2020, on va utiliser notre modèle pour faire des prévisions jusqu'en 2024. Donc, on va faire des prévisions entre 2020 ou 2021 et 2024. On définit donc la période de prévision. Ensuite, on va calculer la valeur des variables exogènes. Hein? C'est-à-dire, en tout cas, on donne une valeur aux variables exogènes. Souvent, on peut extrapoler les tendances qu'on a observées, ou bien on peut également, pour des variables d'environnement international, par exemple, reprendre les hypothèses qui sont retenues par des organismes internationaux. Ça peut être le FMI, ça peut être la Banque mondiale, ça peut être l'OMC, etc. Et une fois maintenant qu'on a donné à ces variables exogènes une valeur pour la période de prévision, il suffit tout simplement de résoudre le modèle sur cette période-là et le modèle va générer la valeur des variables endogènes. Alors, de l'autre objet, l'autre utilisation des modèles, cette fois-ci, ce sont les variantes hein, ou les analyses de choc. Bon, là aussi, on va se doter de ce qu'on appelle un contour central, c'est-à-dire ou bien un scénario de référence. Si on a, par exemple, notre modèle estimé sur la période 80 jusqu'en 2000, on va voir comment le modèle réplique les valeurs sur cette période-là. Et ces valeurs-là, générées par le modèle, vont constituer pour nous notre scénario de référence. Et quand on va faire une simulation, c'est-à-dire quand on va faire des chocs, on va comparer les nouveaux résultats par rapport à ce scénario de référence-là. Alors, les variantes maintenant peuvent être de différents types. Ici, on a pris quelques exemples hein, pour illustrer. On a par exemple des variantes qui prennent la forme de politiques d'offres. C'est-à-dire, les politiques d'offres, ce sont des politiques qui ont pour objectif d'augmenter la rentabilité des entreprises à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, soit une baisse des impôts ou une réduction des cotisations sociales qui sont à la charge des entreprises. Donc, ce type de politique, ce sont des politiques d'offres et donc on peut voir avec un modèle quelles peuvent être les conséquences probables. Alors, d'autres types de politiques maintenant, ce qu'on appelle des politiques de demande. Ces politiques de demande, à leur tour, consistent à soutenir l'activité en modifiant une des composantes de la demande. Ça peut être prendre la forme, par exemple, d'une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des impôts sur le revenu des ménages, cette fois-ci. Là aussi, ce type de mesures donc, peuvent être analysées avec un modèle macroéconomique. Il y a enfin des politiques qui ont la particularité d'agir à la fois sur l'offre et la demande. L'exemple, c'est une politique telle que la dévaluation, parce que
La dévaluation, effectivement, a des effets prix, mais aussi a des effets volume. Alors, cela veut dire qu'effectivement, ça va avoir à court terme un effet de demande et aussi à moyen terme un effet d'offre. Alors, il y a également des simulations qui prennent la forme de chocs d'environnement. L'environnement, ça peut être l'environnement national hein, ou l'environnement international. L'environnement national, c'est la pluviométrie dans un pays sahélien, par exemple, où effectivement, souvent la pluviométrie, en tout cas, ces facteurs-là jouent un rôle important pour avoir une influence sur la croissance. Là aussi, on peut voir quelle peut être l'incidence, effectivement, d'une modification de ces variables-là sur l'économie. Ou bien, on peut analyser des chocs d'environnement international en agissant sur des variables telles que les termes de l'échange, tels que le prix du pétrole, tels que la variation des taux d'intérêt, ou bien l'afflux ou le reflux de mouvements de capitaux. Donc voilà, donc c'est le dernier point concernant ici ce module sur l'utilisation des modèles macroéconomiques à des fins d'analyse de politique dans les pays en développement. Merci.